Je pense qu'ils ont l'habitude des médias et ils ne sont pas... Après le 11 septembre, évidemment, j'étais très sollicité par la télévision, toutes les télévisions du monde. Et je me suis posé la question de savoir exactement ce que cherchaient les gens dans les interviews qu'on me demandait. Parce que, évidemment, c'est toujours le même profil d'interview qu'on me demandait. À telle enseigne que je connaissais même les réponses avant d'avoir les questions. Et je me suis rendu compte que les gens avaient peur de l'islam. Ils en avaient vraiment peur, viscéralement. Et à partir de là, je me suis dit, c'est pas normal d'avoir peur de l'islam que je connais en tout cas, de l'islam que j'aime. J'ai Belle qui m'apprend les codes. Apparemment, ça existe depuis le 8e siècle. Comment est-ce qu'on montre qu'on est avec une femme ou pas? Et là, je déplace cette bouteille de Père Malek Chebel, je lui dis quelque chose. Ça. Plus que vous dire quelque chose, agressé sexuel. Eh bien, j'ai associé l'islam à la lumière au sens du XVIIIe siècle, c'est-à-dire une civilisation qui accepte le progrès et qui le promeut. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement qu'elle l'accepte d'une manière passive, mais qu'elle est capable de produire du progrès à terme. Et donc, d'une certaine manière, je poursuis ce travail à la salle de mise en lumière, d'éclaircissement, de défense d'un propos qui est à la fois universel, qui est humaniste, qui est vraiment concentré sur le réel d'aujourd'hui et qui essaie d'apporter son grain de sel, qui essaie d'apporter sa contribution et loin d'être contradictoire avec les progrès humains, avec en tout cas les valeurs prônées ici en Occident. L'islam que j'aime est un islam qui est censé au contraire y contribuer. Et le livre que j'ai fait, Les grandes figures de l'islam, qui était un choix qui s'est imposé à moi depuis des années déjà, et j'ai eu l'opportunité de le faire cette année, j'ai pris une centaine de personnalités marquantes de toute l'histoire de l'islam depuis le 7e siècle jusqu'au 20e siècle. Je n'ai pas pris les vivants volontairement pour ne pas créer de susceptibilité mal placée, bien que nous ayons quelques personnalités qui peuvent rentrer dans ce florilège. Et puis sur les 100 que j'ai sélectionnés au départ, j'en ai retenu au départ 30, et puis les 10 autres se sont imposés à moi parce qu'elles étaient très importantes, et j'ai voulu à la fois me faire plaisir et faire plaisir à mon lecteur. Dans tous les cas de figure, j'essaie de montrer très simplement et très sereinement l'aptitude qu'a la civilisation musulmane. Je ne parle pas de religion, je parle toujours de civilisation. La civilisation musulmane, son apport à la modernité et son apport à la compréhension du monde, à la fois matériel et immatériel, qui nous environne aujourd'hui. C'est les hommes politiques encore qui décident du mot d'ordre et du tempo et tu as dit le mot. En effet, tant que la culture est assujettie au financement décidé par les politiques, ça ne peut pas aller loin. Malek, c'est la personne qui traduit le Coran et qui travaille depuis 20 ans sur les différentes questions autour de l'islam, mais c'est aussi la personne qui sort le Kama Sutra arabe, très important volume, qui sort également Anthologie du vin et de l'ivresse en islam. Donc beaucoup de personnes me posent ces questions qui pensent être incompatibles avec l'islam, même si je leur dis, et je pense pas me tromper, mais tu vas m'éclairer, je leur dis que tout ce que tu écris sort de livres déjà écrits il y a bien longtemps et tu n'inventes rien. Absolument, je n'invente pas, je n'ai jamais inventé un mot ou surévalué un fait. Tout ce que je fais est documenté et référencé dans des travaux arabes, de langue arabe, de théologiens, peut-être de jouisseurs arabes. Il y a tout le spectre, évidemment, des sentiments et des émotions dans le monde arabe. Et si je parle du Kama Sutra arabe, précisément le Kama Sutra arabe, tout est référencé à la lettre près. Précisément l'anthologie du vin et de l'ivresse en islam. Je dis la sexualité est un fait arabe.
comme d'ailleurs toute la société humaine. Ce que je voulais dire à l'époque, il y a 25 ans de cela, c'est que nous n'étions pas différents. Tout simplement, juste de faire le constat que ce n'est pas parce que nous ne la voyons pas, l'homosexualité, qu'elle n'existe pas. Et que de fait, en tant que scientifique, je suis obligé d'admettre qu'elle existe, même si je ne la vois pas. Et j'essaie de démontrer qu'elle existe de toute façon, que c'est très simple. Maintenant, les homosexuels se tiennent par la main, publiquement et devant tout le monde. Et tant mieux, parce qu'au moins ils assument. Mais ne me dites pas que les Arabes n'ont jamais connu l'homosexualité. Déjà, il y a des livres. Al-Jahiz au 9e siècle, 8e siècle, fin 8e siècle, début 9e, 8e siècle très exactement, écrivait un livre qui s'appelle Mufaharat al-Jawari wal-Ghilman, pour ceux qui connaissent l'arabe. C'est éloge des concubines et des mignons, que moi j'ai traduit en résumant Effet des courtisanes, aux éditions Payot. Eh bien, ces deux hommes, un homosexuel, l'autre hétérosexuel, qui chacun, dans un débat tout à fait ouvert, défendait, si je puis dire, ces plates-bandes. L'homosexuel, il dit, moi je préfère les hommes, et pour ces raisons, pour ces raisons, pour ces raisons. Et l'hétérosexuel, il dit, moi je préfère les femmes pour ces autres raisons, etc. 8e siècle. C'est un livre écrit, c'est un livre traduit, qui existe en librairie. Vous allez à la mauvaise réputation, vous l'achetez. Vous allez à Mola, vous allez l'acheter ce soir. Il est traduit en langue française, et dans un petit livre de poche. Et il vous parle très clairement de ce que je vous raconte ici. Attendez, 8e siècle, c'est pas parce qu'il y a parce qu'aujourd'hui il y a des fondamentalistes qui vous empêchent de parler, qui vous empêchent même de respirer, et qui vous empêchent même de mettre le vêtement que vous voulez, que je vais devoir me soumettre et dire ce qu'ils veulent que je dise. Moi je ne dis rien de plus que ce qui existe. Par contre, le jour où quelqu'un m'amènera un passage, un livre, où ce que je décris n'existe pas, là je vais m'incliner bien bas et je vais m'excuser publiquement. C'est pas encore le cas. Idem l'année dernière avec la sortie des Milieux de Nuit, Scheherazade a provoqué des polémiques aussi en Égypte. Oui, Scheherazade, qu'on a voulu brûler. On a voulu brûler le livre des Mille et une Nuits en place publique. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans. En place, déjà, ils ont essayé, même en Égypte, depuis plusieurs fois. Sans compter que ces Mille et une Nuits étaient passés dans l'anonymat depuis des siècles. On brûle un livre, vous imaginez ça? Brûler un livre. Mettez-vous dans la tête c'est même pas un despote, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la personne qui décide de brûler un livre. Bon, une bibliothèque c'est encore pire. Mais brûler un livre juste parce que c'est un livre. Comme si en brûlant l'édition, certes non expurgée, en langue arabe qui est parue il y a quelques années en Égypte, allait supprimer les Mille et une Nuits. Mais on peut brûler tous les livres sur les Mille et une Nuits, les livres physiques, les bouquins, mais l'esprit des Mille et une Nuits sera toujours là. Aucun imam au monde n'a le droit de me dicter ma conduite vestimentaire ou alimentaire. Et encore moins en islam. Parce que précisément, il n'y a pas de clergé en islam. L'islam, chacun est responsable de lui-même. Et devant Dieu, si la personne veut se fâcher avec Dieu, c'est son affaire. Je n'ai pas à me mêler de ça. Libre arbitre. Ben oui, et décider pour lui de ce qu'il faut manger, pas manger, boire, pas boire, fréquenter, pas fréquenter, se marier avec X ou pas avec Y. Je dis, c'est quoi cette histoire? Il y a des gens qui ont fait des révolutions pour ça. Et nous, on le dit là, par la plume, et par la pensée, et par la sagesse, et par la violence en tout cas. Je dis, il n'est pas question que nous abandonnions le moindre arpent de liberté face à une hégémonie, à l'hégémonie de ces fondamentalistes qui nous empêchent d'exister et de vivre. Et ça, je le dis aujourd'hui en tant que pays. Vous voyez, nous sommes ici réunis, 2011, l'escale du livre à Bordeaux, c'est sympathique, il n'y a pas de souci, je ne sens pas de violence chez nous. Mais je l'ai dit au moment où je sentais une armada de fondamentalistes barbus devant moi à Vénissieux, à Lille et ailleurs. Et tu l'as dit aussi dans et je l'ai dit sur la sexualité. Oui. J'ai fait des trucs sur la sexualité. Et j'ai dit, mais attends, c'est pas à 57 ans que je vais avoir les mots d'ordre des gamins qui n'ont pas encore terminé leur mue. Faut être sérieux avec une petite barbichette, il vous fait une petite barbichette là, au bout du menton, il vous dit je suis un penseur de l'islam. Et tu l'as dit aussi dans les pays arabes et des pays du Maghreb, au Yémen. Et ils ont adoré. Oui. Chaque fois. Et ils ont adoré, je vous assure. À Tanger, à Agadir, Marrakech, le Yémen, en Tunis, en Algérie, partout où je suis allé, dans le monde arabe, j'ai tenu le même propos, avec la même liberté. J'ai parlé des techniques amoureuses, j'ai parlé de la femme, le savoir-faire de la femme et tout ça.
Ils m'ont dit, on a tout ça, nous on ne savait pas. Tous. C'est une grande richesse. Hein. Plus vite l'individu musulman arrivera et émergera, mieux nous nous porterons. Et donc à partir de là, j'aime lui le fait que quelqu'un qui veut pratiquer, il pratique. Quelqu'un qui veut juste croire et ne pas pratiquer, il croit, il ne pratique pas. Je serai le dernier à lui jeter la pierre. Nous avons régressé, à mes yeux, assez largement dans pas mal de domaines. Nous avons encore l'espoir, évidemment, que très vite, grâce d'ailleurs au contact de l'islam avec les autres religions et les autres cultures, et ça, je suis très très content de ça, que cette religion-là, qui était très enclavée et très monomaniaque en quelque sorte, très nombriliste, pour une fois sort et se met en confrontation et en dialogue, bien sûr, avec les autres cultures et les autres religions. C'est un apport très très décisif et fondateur. Ça, il faut le dire, je le dis, de l'intérieur de l'islam, nous sommes fiers et contents que les autres nous poussent, si vous voulez, à nous réformer et à reformater le propos intellectuel. Il n'y a pas de pensée libre tant qu'il n'y a pas de peuple libre. La pensée libre vient avec la liberté politique. Si vous avez des gens qui sont contraints, ils pensent au pain et à se nourrir et à se protéger, ils ne peuvent plus penser à la philosophie. Mon souci est d'élargir le plus possible l'assiette de l'entendement, c'est-à-dire ne pas rester chez les spécialistes qui comprennent tout et avant tout le monde, et tant mieux, c'est leur boulot, mais aller dans le grand public, chez les jeunes, chez les moins jeunes, etc. Et parler à tout le monde, dans une langue accessible à tous.